Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode événement en collaboration avec les CFF. Nous sommes au centre d'entretien de Bienne, l'un des 9 répartis à travers tout le pays. Vous allez découvrir comment nos trains peuvent rouler. Nous allons partir à la rencontre de collaborateurs CFF pour comprendre leur travail, de l'organisation à la maintenance, des tests au nettoyage. C'est parti! Mike, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, je suis diagnosticien chez les CFF et puis principalement sur la flotte ICN où je fais l'entretien, réparation, diagnostic. On a choisi de commencer cette émission avec les ICN parce qu'il y a un phénomène, ou plutôt une technologie qui s'appelle la pendulaison, qui ne parle pas forcément à nos téléspectateurs. Tu nous montres ce que c'est? Oui, ben on va y aller. Je te suis. Donc ça c'est un ICN, ça fait maintenant 26 ans qu'il roule, le premier roule, ça fait 26 ans, donc c'est une vieille technologie. Et puis c'est Alstom qui a fait ce système-là. En termes de coût, en termes de rapidité, on est un peu plus rapide. Comment ça fonctionne concrètement? Il y a forcément des moteurs, je pense, sous la carrosserie? Donc pour ce train-là, ça fonctionne en moteur électrique. Donc on a des moteurs électriques par voiture. Et chaque voiture est indépendante. C'est-à-dire que dans un virage, la première voiture va incliner, puis la deuxième elle va suivre, la troisième va suivre, la quatrième va suivre. Et tout ça pour épouser les courbes, pour justement que le voyageur il penche dans le sens du virage, comme un vélo, comme une moto, quoi. Tu nous montres ça? D'accord. Et puis voilà, donc là je vais mettre en route. Donc je vais juste lâcher quelques petites sécurités pour pouvoir incliner correctement sans faire de dégâts. Wow! Ouais, la vache! Ah oui! Là, j'ai augmenté par rapport à avant, que tu as vu la vitesse avant, j'ai augmenté la vitesse. D'accord, oui. Donc là, maintenant, le train est pendule à une vitesse beaucoup plus élevée. Tu verras sur les prochaines caméras de l'extérieur. Et puis là, j'ai le train, comment il pendule. J'ai toutes les informations. Donc là, je vais sur le modèle d'inclinaison. Et puis là, mon train, il me dit que je suis en ordre. Donc là, pour l'instant, je peux rien voir à part l'extérieur, que mon train, il pendule bien. Tu peux jeter même un petit œil vite fait et me dire qu'est-ce que tu en penses. Oui, alors attends, je regarde la GoPro extérieure. Regarde pas les voitures, comment elles se foutent bien. Alors effectivement, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que là, on se retrouve en mer. Là, on se retrouve en mer, quoi. Donc là, maintenant, on peut même filmer en avant. On voit bien que la vitesse d'une entrée courbe à l'autre courbe, le train suit parfaitement la courbe. D'accord. Au niveau d'inclinaison. Ah, ça fait quelque chose quand même. Ah, ça secoue bien. Ça secoue. Et donc là maintenant, si tu veux, nous pour notre entretien, notre contrôle, on peut voir qu'on a un petit tableau et on peut voir si on a des dérangements pour les moteurs électriques, si on a des dérangements sur les batteries, différents problèmes d'algorithme pour le train. Donc là, au niveau de la technique, on a un visuel sur la mécanique du train. Impressionnant en tout cas. Merci beaucoup de ce test de pendulaison privée pour nous, pour iOne. Il n'y a pas de souci, merci. Il n'y a pas que Mike qui travaille sur cette ICN. De l'autre côté, une entreprise s'active sur les fenêtres, non pas pour les nettoyer, mais pour que nos petits appareils puissent rester connectés à l'intérieur du train. On va à leur rencontre. Toujours auprès des ICN avec Nicolas cette fois-ci, bonjour. Bonjour Mathis. Vous êtes de la société Nouglas qui s'occupe donc des vitres comme dit précédemment, mais quelle est cette société? Alors, nous sommes une société basée à Nyon. Nous travaillons sur la connectivité dans les trains
afin d'améliorer la connectivité entre l'intérieur et l'extérieur du train en s'appuyant sur les réseaux mobiles, en appliquant un traitement laser qu'on peut voir là derrière, en appliquant un quadrillage qui équilibre l'échange de données entre l'intérieur et l'extérieur du train, et non pas que s'appuyer sur les répéteurs Wi-Fi qui sont déjà présents dans le train. Donc les répéteurs, justement, c'est ce qui permettait avant votre technologie, à nous, usagers, d'avoir de la connexion à l'interne. Absolument. Là, ce qu'on apporte en fait en complément, c'est une stabilité, un appui sur les réseaux mobiles qui est quasi permanent, et surtout une absence de maintenance, comme peuvent demander les répéteurs, qui peuvent être obsolètes après une vingtaine d'années, où on va d'update en update, et donc offrir cette stabilité via l'échange de data sur les vitres en entrée et en sortie. Une stabilité constante dans le temps ou c'est un traitement à réappliquer? C'est une stabilité constante puisque notre traitement est définitif, comme un tatouage un petit peu. Donc le gravage de vitre se fait via des lasers, ce qui donne un quadrillage complet et plein sur la vitre. Les vitres d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont maintenant déjà conditionnées? Parce que l'ICN a quand même un certain âge, hein. Certains sont en rénovation là, à partir de 2023. Est-ce que les vitres futures sont déjà conditionnées avec ce quadrillage? Oui, absolument. On va donner une certaine pérennité. Ce sera en fait une nouvelle norme. C'est-à-dire qu'on va nous aussi travailler, là on travaille sur des fenêtres montées sur train directement. On va travailler aussi un stock de fenêtres à plat en vue des changements. Et ensuite, on va pouvoir renouveler cette flotte, les vitres. Pardon. D'où vient cette invention? Qui l'a inventée et de quelle nationalité aussi pourrait-elle? Bon, je sais la réponse, c'est pour ça que je vous la pose. Alors là, on est sur un Stempel Made in Switzerland de A à Z. La technologie a été développée avec le soutien et le support de l'EPFL. L'ingénieur et CEO de l'entreprise, Luc Burnier, lui a développé donc tout ça, a mis 4 ou 5 ans à développer ce travail sur les ondes. Toutes nos machines sont montées à Nyon. Donc en gros de la conception à l'ingénierie, la R&D et au montage des machines, jusque pour le moment au niveau du site, des sites sur lesquels on intervient, 100% made in Switzerland et Stempel. Voilà. Une technologie suisse qui s'exportera peut-être dans d'autres pays, parce qu'on suppose que les autres vitres des autres trains des autres pays n'ont pas non plus ce quadrillage pour la connectivité dans les trains. Absolument. Là, on travaille Europe et on va travailler monde aussi. On a déjà travaillé aussi pour la Deutsche Bahn en Allemagne, sur la région d'Aar où on est quasiment sur les mêmes traitement, en tout cas il y a les mêmes ententes et ce sont les mêmes propriétés de vitres, donc là il est facile de s'entendre, mais effectivement il est de l'avenir de travailler à l'Europe et dans le monde. Une technologie donc qu'on peut tous voir dans les trains, donc c'est le petit quadrillage tout fin qu'il y a sur les fenêtres, et on s'est amusé pour venir ici à Bienne dans le train ce matin à regarder si nos fenêtres étaient quadrillées. Ce qui est intéressant, c'est de voir le avant-après. On arrive à avoir 300 fois plus de signal, donc d'échange de data, tout en gardant les propriétés même de la vitre, que sont donc on ne touche pas à la densité elle-même de la vitre, ni à ses propriétés UV, qui sont les premières. Il y a le phonique et l'UV, donc on ne touche strictement à rien. Et c'est vrai que je m'adresse aux voyageurs futurs. Voilà, aux voyageurs. Dès que vous voyez un petit sticker New Glass, je pense que vous pourrez constater le réseau permanent. Et puis comme ça permettra de surfer et sur le rail et en toute fluidité sur le smartphone. Et ce sera la conclusion de cet entretien magnifique. Nicolas, merci beaucoup. Merci Mathis. Au plaisir de vous retrouver dans Rail One. Bonne continuation à Rail One. Merci. Prenons un petit peu de distance maintenant avec le matériel roulant. Nous nous plaçons à l'extérieur devant le centre d'entretien de Bienne et on y rencontre Julien. Bonjour. Bonjour. Tu es le responsable adjoint du site. On va pouvoir donc comprendre comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, vous accueillez quel type de matériel roulant? De toute la Suisse ou d'une région un peu localisée? Alors oui, donc on a le matériel, on a 3 types de flottes. Donc on a le Flirt qui est un véhicule régional, donc qui Bienne jusqu'à Mérou TGV, donc qui passe jusqu'en France. On a tout ce qui est l'arc jurassien jusqu'au Fribourg et région Yverdon en domino. Donc pareil sur des régionales. Et puis après, celui qui traverse toute la Suisse d'est en ouest, l'ICN, donc qui est un peu la colonne vertébrale. Donc là, effectivement, c'est du véhicule qui de tout le pays.
Comment s'organise le centre d'entretien de Bienne? Combien de collaborateurs et quels sont un peu les horaires qu'ils doivent effectuer? Alors au niveau de l'organisation, on a plusieurs parties. On a l'entretien léger, on a de la réparation, du curatif, on a de la partie révision, petite révision, entretien léger pareil, et on a la partie qu'il ne faut pas oublier, tout ce qui est nettoyage aussi. Donc ça représente environ 130 collaborateurs, donc tout confondu. On est sur 4 équipes de techniciens, 2 équipes de nettoyeurs. Il y a une équipe de bureau, donc tout ce qui est plus ingénierie et soutien à la production et la partie administrative. Niveau infrastructure, au niveau des voies, comment s'organise le centre d'entretien? Alors là, on le voit peut-être pas trop bien à l'image, mais on est dans un triangle. D'un côté, on se dirige direction Berne. En face de moi, on a la gare. Derrière moi, le dépôt ou direction le Jura ou Solothurn. Donc au niveau des voies, directement derrière moi, on peut voir les 3 voies longues, donc c'est des voies de 200 mètres, donc prévues surtout pour accueillir la flotte ICN. Ce qu'on ne verra pas dans l'angle, au fond, on retrouve une fois 4 voies pour tout ce qui est véhicules régionaux, des voies de 100 mètres. Puis 2 voies un peu plus courtes pour tout ce qui est travaux un peu plus lourds, donc une 50aine de mètres. Et à l'arrière, derrière le domino qu'on voit ici, on retrouve la partie nettoyage, donc le même principe qu'un nettoyage de voiture, sauf beaucoup plus grand pour pouvoir passer un train. L'aspect collaboratif est très important, comme tu l'as dit, donc on est situé dans un triangle, ne serait-ce que pour le trafic. Comment ça se passe avec les acteurs qui sont externes aux ateliers? Alors effectivement, collaboratif, c'est quelque chose qui se fait tous les jours, donc on a déjà des partenaires avec certains autres groupes, comme le type BLS, où c'est qu'on va s'occuper de la partie nettoyage. Du Travis où on faisait de l'entretien, Transen, plusieurs partenariats. Il y a une collaboration avec eux directement. On a aussi en interne une collaboration au niveau de tout ce qui est planification et ce qui est assez en train de se mettre en place en général un peu dans toute la Suisse, et un peu précurseur au niveau du centre d'entretien de Bienne. C'est le suivi de la flotte, donc on a vraiment une flotte appropriée et on est en contact régulier avec tout ce qui est la planification afin de pouvoir intervenir le plus rapidement sur les véhicules et les mettre opérationnels. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Julien, et au plaisir de se retrouver dans Rail One. Merci, pareillement. Ici, à Bienne, est positionné l'un des trains d'extinction et de sauvetage des CFF, également appelé par son diminutif, le TES. Vous remarquerez qu'il est positionné sur une voie qui n'a pas de ligne de contact. Il n'est pas relié en temps réel à l'électricité et pour cause, il dispose d'un moteur diesel et d'un turbocompresseur qui lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 100 km/h. Le TES est appelé pour lever différents dérangements qui surviennent sur le réseau et justement, nous avions pu visiter celui de Renan à l'occasion des 175 ans du chemin de fer suisse. Lorsqu'un train tombe en panne, il peut être remorqué grâce au TES jusqu'au centre d'entretien. Après réparation, les différents agents ont une possibilité de vérifier si tout cela a été efficace à l'occasion de courses d'essai. Justement, il y en a une qui nous attend. Donc on a déjà l'assentiment, puisqu'on a le nain sur avancer prudemment. Moi je suis prêt, tout le monde aussi, on peut y aller. On va s'arrêter devant le prochain signal principal. À partir de là, on partira comme train. Pour le moment, on est comme mouvement de manœuvre à 30 max. Le but de notre course d'essai aujourd'hui est de tester des essieux. Mathias, bonjour. Bonjour. Les essieux, ce sont les roues du train que nous avons juste ici. Quel était le problème? Pourquoi est-ce qu'elles ont dû être changées?
Elles ont été remplacées parce que lors d'un contrôle préventif qu'on effectue avec des ultrasons dans les axes, on a constaté un début d'oxydation, donc par précaution, on échange ces essieux. Comment ça se passe la collaboration avec les mécaniciens? Comment est-ce que vous arrivez à leur transmettre ce qu'il faut tester impérativement? Alors les courses d'essai sont toujours accompagnées par un technicien qui va demander au mécanicien les tâches nécessaires au contrôle qu'il aimerait effectuer. Il va demander d'essayer quelques freinages. Alors on peut. Donc si je fais un serrage complet, le plus rapide, ce qu'on fera en cas d'urgence, ça ressemblerait à ça. Donc j'ai ma cognée générale qui s'est vidée et le véhicule qui freine au maximum. Je normalise, on relâche. Donc ça freine quand même assez bien, mais ça aurait pu secouer plus, bloc ouvert. Bon déjà, là vous étiez prévenu, mais surtout ça aurait pu secouer beaucoup plus parce que j'aurais pu être à la place en pleine accélération. Donc ce qui n'était pas le cas ici. Et si j'avais été en pleine accélération, par contraste, ça nous aurait secoué un peu plus. Les courses d'essai, c'est régulier ou bien aujourd'hui on a eu un coup de chance de tomber sur cette dernière? Alors à chaque échange d'essieux, on fait une course d'essai pour contrôler qu'ils aient correctement été remontés, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Et ça nous permet aussi de faire tout plein d'autres contrôles qu'on ne pourrait pas faire sur un véhicule immobile. Et ça nous arrive également pour des pannes complexes qui ne peuvent pas être trouvées sur le véhicule à l'arrêt, de faire un diagnostic plus avancé sur un véhicule qui circule normalement. Lorsque le train roule, il faut qu'il puisse suivre la direction indiquée par le rail, mais également pouvoir bifurquer lorsque c'est nécessaire sur l'infrastructure de type aiguillage. Qu'est-ce qui permet cela sur les essieux? Donc ce qui permet le guidage du train, puisqu'évidemment il suit les rails tout seul, on n'a pas besoin d'un volant, c'est notre bande de roulement. C'est la partie qui va être appuyée sur le rail, là, ici, et puis on a le boudin qui va venir nous appuyer contre le rail et nous guider dans les aiguillages. J'ouvre quand même les portes, frein d'immobilisation. Je parque le véhicule sur un changer de côté. On désenregistre la radio. Donc là on est bon. Je parque. Et on peut changer de côté. Mathias, merci beaucoup pour toutes ces informations et à très vite dans Rail One. Merci. On va s'intéresser au flirt. Bonjour Michael. Bonjour Mathis. Tu as derrière toi donc une flirt, Ouais. mais une flirt un peu particulière car son Exactement. nom est la Flirt France. Dis-nous Ouais. tout. Alors donc le nom le plus commun c'est Flirt France, mais le nom technique c'est une RABE 522. Donc R pour vitesse élevée, grossièrement, A pour première classe, B pour pour deuxième classe et E pour électrique. Donc il y a différentes spécificités sur ces flirts là. Donc alors déjà la principale c'est comme dit, il peut rouler en France. Donc il roule en Suisse au réseau donc 15 kV 16,7 Hz, mais également sous le recours en français sous 25 kV et 50 Hz. Il y a d'autres spécificités pour répondre vraiment aux normes qui ont été imposées par la SNCF, donc par la France. C'est par exemple, comme on le voit, donc il n'y a pas de rétroviseur, donc c'est des rétrocaméras. Le véhicule répond aussi à de nouvelles normes crash test. Donc la longueur de la cabine est un peu plus longue. Et nous avons aussi des tampons qui sont différents. Donc c'était un des premiers véhicules sur lequel il y a eu ces nouveaux modèles de tampons. C'était dans les années 2011. Il a été mis en service en 2011. Donc elle roule en France, est-ce qu'elle est entretenue aussi en France? Comment ça se passe pour les pièces françaises? Alors oui, tout à fait. Donc tout l'entretien se fait, vraiment tout se fait ici au centre d'entretien ici à Bienne. Il y a quelque chose qui nous intéresse sur cette rame et je crois savoir que vous nous avez préparé quelque chose. On s'avance un petit peu? Oui, c'est parti. Donc on s'est déplacé un peu parce que ce qui nous intéresse, ce sont les portes sujettes parfois à beaucoup de dérangements pour les voyageurs. Une porte fermée, c'est forcément une masse de personnes qui se déplacent. Ouais. On va essayer de comprendre avec toi comment ça fonctionne. Alors,
peux-tu nous présenter un peu le dispositif? Alors donc du coup, pour faire simple, on a une électronique de commande qui va entraîner un moteur électrique. Et ce moteur électrique, à l'aide de 2 courroies, il va permettre d'ouvrir les 2 montants de la porte, les 2 ventailles. Donc dès qu'on appuie sur le bouton, Juste ici. je t'en prie. Et du coup, donc sur cette porte, en fait, il y a plusieurs systèmes de sécurité pour empêcher que le client, justement, se retrouve coincé dans la porte. Donc, nous avons un capteur sur le marchepied. Sur le marchepied, donc qui est là, oui. Nous avons également une barrière lumineuse, une barrière photoélectrique qui se réouvre, qui va réouvrir la porte dès qu'on passe devant. Donc comme si un client qui rentre dans la Voilà. Flirt. Mais après, un élément qui est très important, donc c'est vraiment l'anti-pincement. C'est un joint en caoutchouc avec une cellule de détection. Et du coup, dès qu'on met, donc c'est une jauge qu'on doit contrôler vraiment lors de chaque entretien du train. On doit s'assurer que la porte se réouvre afin d'éviter qu'un client puisse ne se retrouve pas coincé dans la porte. Est-ce qu'il n'y a que les battants des portes qui peuvent poser souci ou il y a d'autres éléments qui peuvent entrer dans une porte en dérangement? Alors, principalement, c'est souvent des problèmes avec le marchepied. Donc, surtout en hiver, donc ça va vraiment être des cailloux qui vont venir se loger entre le marchepied et le train et la carcasse, la caisse du train. Et du coup, ces cailloux-là vont s'infiltrer dans le mécanisme du marchepied qui peuvent provoquer des blocages et ainsi d'autres dégâts envers le moteur, des dégâts matériels. Tu as justement un collègue qui travaille en ce moment. Exactement, donc pour anticiper Bonjour. tout ça, nous avons des modules techniques où on doit vraiment nettoyer et contrôler le marchepied en entier. Ce contrôle-là se fait à peu près tous les 6 mois environ. Après, nous avons des contrôles plus approfondis, vraiment du mécanisme de la porte avec du graissage. Lorsqu'une porte est en dérangement, comment le mécanicien le sait et qu'est-ce qu'il doit faire? Alors justement, donc, au bout d'un moment, la porte se met automatiquement en dérangement. Donc du coup, la porte va rester ouverte par mesure de sécurité. Et du coup, ça va créer une erreur que le mécanicien va voir directement en cabine. Et du coup, donc, le mécanicien va pouvoir voir directement sur quelle porte pose problème, parce que chaque porte sont gérées séparément. Il y a un calculateur de porte par porte. Et donc du coup, après, le mécanicien peut aller se rendre directement sur place et la condamner le plus rapidement possible afin de pouvoir continuer son trajet. Ils ont l'autorisation un petit peu d'essayer de résoudre ce problème ou la seule consigne est de fermer la porte pour des raisons de sécurité? Alors justement, leur ordre, c'est vraiment de paralyser la porte en toute sécurité. Parce que clairement, ils n'ont pas le temps. Pendant qu'ils roulent, il faut qu'ils assurent un horaire bien précis, bien ponctuel. Donc vraiment, le rôle primordial, c'est vraiment sécuriser la porte et pouvoir continuer la route. Et ce véhicule nous intéresse beaucoup puisqu'il y a un deuxième endroit que l'on va aller découvrir. On part aux toilettes. Alors ça va sembler très bizarre au premier abord qu'on se retrouve ici aux toilettes. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé en interview. C'est très exigu. Mais si on vient ici, c'est parce que en fait, c'est une véritable station d'épuration et on l'ignore, c'est juste? Exactement. C'est bien plus qu'un simple toilette comme on peut le voir ici. En fait, derrière ces parois se cache vraiment un réservoir dans lequel toutes les matières fécales seront stockées. D'accord, donc j'imagine que ça c'est le réservoir. Donc, exactement. Alors, donc, du coup, toutes les matières vont être aspirées par un système pneumatique et vont être déversées dans la partie haute du réservoir. L'aspiration, c'est pour ça qu'on a une aspiration en fait dans les toilettes. Voilà, qu'on entend vraiment quand on tire, quand on appuie sur le bouton de la chasse d'eau, vraiment un bruit d'air, un peu comme dans les avions. Donc c'est vraiment aspiré. Puis ensuite stocké. Donc les matières solides sont vraiment stockées dans la première partie, la partie supérieure, et les parties, tout ce qui est liquide va descendre dans la partie inférieure, qui va être stocké. Puis ensuite, on a un système de réservoir tampon, et du coup, ça va permettre de stocker cette eau dans ce réservoir, d'être chauffée afin d'être stérilisée à 88 degrés. Et ensuite, cette eau-là, une fois qu'elle est stérilisée, on va dire qu'elle n'est pas polluée, donc elle peut être rejetée sur les voies. Et dans ce système de stockage, tu me disais hors antenne, il y a un processus biologique en fait qui s'enclenche. Exactement. Tout ça pour ainsi gagner de la place, afin que l'intervalle de vidange du réservoir, qui se passe ici au centre d'entretien, se passe à peu près tous les 2 à 3 mois. Donc on vient brancher avec une machine
et qui vient du coup qu'on raccorde vraiment à tout à l'égout afin donc de vider ce réservoir pour qu'ensuite le train puisse repartir et soit opérationnel pour un nouveau 2 à 3 mois. Dans ces toilettes, il y a donc forcément un robinet pour pouvoir se laver les mains. Est-ce que l'eau qui est ici, on peut la boire? Alors je vous le déconseille fortement, donc c'est vraiment de l'eau courante, mais elle est stockée dans un réservoir. Du coup le fait qu'elle soit stockée, par mesure d'hygiène, on déconseille de la boire. Donc propre pour se laver les mains, mais pas forcément pour la boire. Exactement. C'était donc une interview ici, dans les toilettes d'une Flirt 522. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous. À bientôt dans Raiwan. À bientôt. Mesdames et messieurs, cette immersion au centre d'entretien de Bienne se termine ici, en tout cas pour aujourd'hui, car la deuxième partie arrive très prochainement. On espère que ça vous a plu. Justement, le programme de la prochaine fois, nous irons au niveau du nettoyage des rames et nous parlerons des attelages. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos retours sur cette immersion. Et d'ici la prochaine partie, une très belle soirée à vous. Ciao! Thank you.